Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par un silence. Pas la paix, jamais la paix sur Armageddon, mais un silence dans le vide, une immobilité entre les systèmes où les signaux sautaient autrefois et où les vaisseaux chuchotaient à travers les étoiles. Dans le froid au-delà du segmentum solar, les relais Vox vacillaient avec des parasites, comme le premier souffle avant un cri. Les vaisseaux de patrouille cessèrent de renvoyer des pings. Les stations minières ne répondaient plus. Les astropathes pleuraient dans leur sommeil sans pouvoir expliquer pourquoi. Puis vint le vert. Une distorsion au début. Une anomalie sur les réseaux d'Ospex à grande portée, vaste, impossible. Une floraison de signatures sans modèle, sans origine, sans logique. Mais ceux qui l'avaient vu auparavant, ceux dont la vie avait été façonnée par sa dernière venue, savaient. Pas à partir de données, pas à partir de cartes, par l'instinct. Le Wagi est de retour. Les rapports filtrent vers l'intérieur, fracturés par l'incrédulité. Des centaines de vaisseaux, aucune formation, pas d'identification, juste un élan brutal et une échelle impossible. Les orques arrivaient, non pas sous forme de raiders, non pas sous forme de bandes dispersées, mais sous forme de marées. La ruche Armageddon n'a pas sonné l'alarme. Elle frémit. La ville avait déjà connu la ruine, ses flèches brisées par les machines de guerre Xénos, son air chargé de cendres et de sang. Les habitants ont reconstruit parce qu'il le fallait. Ils priaient, non pas pour la délivrance, mais pour que si le marteau tombait à nouveau, ce serait rapidement. Cette fois, le marteau était plus gros. L'administratum a revu les projections, calculé les pertes. Ils ont parlé de la rétention de la population, de la redondance des chaînes d'approvisionnement, des programmes d'évacuation qui avaient déjà commencé à échouer. Le Mechanicus s'est montré intéressé, mais pas inquiet. Une nouvelle occasion de tester les moteurs de guerre, voire de les améliorer. Et surtout, le commissariat a réactivé un nom. Yarrick. Il n'avait pas demandé à revenir. Il n'avait pas quitté l'Imperium, mais il avait pris du recul, accablé non pas par la faiblesse, mais par la mémoire. Ses actes étaient devenus des légendes. Son visage, un symbole. Mais les symboles sont difficiles à porter. Et pendant un certain temps, il s'était laissé aller à la dérive, jamais vraiment inactif, jamais aveugle, mais silencieux. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le vide s'exprime dans une langue familière. Il n'est pas venu pour diriger des défilés ou enflammer des discours. Il est venu parce que le devoir l'appelait, parce que quelque chose dans les ténèbres de la distorsion avait réveillé une vieille douleur. La dernière fois qu'il avait affronté les orques, cette douleur avait failli le tuer. Avait-elle aussi tué quelque chose d'autre? Il ne le savait pas. Mais il est monté à bord du navire pour Armageddon sans cérémonie. L'équipage n'a pas applaudi. Ils se contentèrent de saluer, et leurs yeux trahissaient le poids de ce que cela signifiait de l'avoir à bord. Le voyage s'est déroulé dans le calme, mais ses rêves ne le sont pas. Il a vu des lunes vertes s'ouvrir comme des crânes. Il a vu des flammes et des rires. Il a vu une brute imposante avec un œil brillant comme un soleil et l'autre vide comme une blessure. Il vit des chaînes, non pas sur son corps, mais entre lui et cette créature, les liant, les maudissant. Il ne s'est pas réveillé de peur. Il a simplement ouvert les yeux et s'est préparé. À son arrivée, les ruches sont allumées des balises, non pas en signe de célébration, mais de reconnaissance. Le commissaire d'acier était de retour.
l'homme qui avait affronté Ghazghul Traka et avait survécu, l'homme dont la haine avait gravé la victoire dans la pierre. Mais il ne portait pas de médaille, il n'a pas exigé de public. Il a marché au rythme fatigué d'un soldat qui a déjà entendu cette chanson et qui sait que la dernière note n'est jamais la dernière. Yariq fit le tour des défenses. Hell's Reach avait été reconstruite, plus solide. Les murs s'étaient épaissis, les canons s'étaient multipliés. Les forges crachaient de la confiance, les gardes saluaient vivement, parlaient avec conviction. Mais dans le silence qui régnait entre les inspections, leur voix baissait. Ils s'en souviennent aussi. On leur avait dit qu'ils étaient prêts, mais l'état de préparation ne signifie rien pour le feu. Il a rencontré des généraux, échangé des paroles creuses. Des stratégies ont été élaborées, des redondances établies. Mais dans chaque conversation, Yariq entendait la même chose. Ils espéraient qu'il sache quoi faire. Ils ne le disaient pas, mais c'était présent dans chaque regard. Et Yariq le savait. Il ne s'agissait pas d'une guerre de plan. Il s'agirait d'une guerre de présence, de se tenir debout quand personne d'autre ne peut le faire. Il se tenait au sommet du mur sud de la ruche Tempestora, alors que la nuit tombait. Les lumières des Habs en contrebas clignotaient de façon incertaine, comme des yeux effrayés. Au-dessus, le vide scintillait, non pas d'étoiles, mais de mouvement. Quelque chose d'immense, encore lointain, mais qui arrivait. Il a levé ses lentilles de champ, et il l'a vu. Un horizon non pas de terre ou de ciel, mais de verre. Une marée sans bord. Il a rempli l'obscurité d'une promesse, et à ce moment-là, il a compris. Il ne s'agit pas d'une nouvelle invasion orque. C'était son retour, de Ghazghul, le prophète des Wa'agei, dont la rage faisait plier les étoiles, dont l'ambition défiait la logique. L'orque qui avait dépassé la guerre et commencé à la façonner. Yariq pouvait le sentir, un écho à travers le temps, comme un défi lancé par le destin lui-même. Et il a accepté, pas avec des mots, mais avec calme, avec empressement. Il ne murmure aucun serment. Il s'est simplement détourné du mur. Et il s'est dirigé vers le feu qui allait arriver. Le ciel vert s'est ouvert comme une blessure. Aucune alerte orbitale n'a pu rendre compte du chaos. Les tours d'Ospec sont surchargées. Les conversations Vox se sont transformées en cris statiques. C'est alors que les orques arrivèrent, non pas en formation, non pas avec précision, mais en masse. Leurs embarcations n'étaient pas des vaisseaux, mais de grossiers météores, fabriqués à partir de ferraille et de rêves de violence. Ils perforaient le vide et l'atmosphère, riant en brûlant. La ruche Armageddon les a regardés tomber. L'un après l'autre, ils descendirent de l'orbite comme un châtiment divin, leurs coques enflammées, leurs cargaisons braillant. Certains explosèrent à l'impact, de grandes fleurs de flammes qui firent trembler les sous-sols. D'autres dérapèrent à travers les défenses, dégorgeant leur chargement de muscles, de dents et de guerre. Le ciel était encore rempli de traînées de descente lorsque la première ruche a été percée. La ruche Volcanus est tombée avant d'avoir pu signaler le contact. Une seule éruption astropathique, un cri comprimé dans un souffle, puis le silence. Ce n'était même pas la cible principale, juste le bord de la tempête. Quelques heures plus tard, les autres ont suivi. La ruche Tempestora a tremblé lorsque des milliers de bottes et de pas ont envahi ses couloirs, non pas de l'intérieur, mais contre. Les orques n'ont pas frappé. Ils se sont simplement jetés sur les portes en nombre infini, attaquant les murs renforcés avec des armes de siège
qui semblait avoir été construite par des enfants et alimentée par le tonnerre. Le son n'était pas celui d'une bataille. C'était une inondation. L'Astra Militarum se tenait aux premières barricades, fusils laser levés, rangs serrés. Ils tirèrent dans la masse verte, dans la mer de chair et de métal, mais pour chaque orc tué, 3 autres prenaient sa place. Les lignes de front se transformèrent en plateformes de boue et de corps brisés. Les commissaires aboyaient des serments, les artilleurs brûlaient les blocs d'alimentation, les lance-flammes balayaient les allées jusqu'à ce que leurs buses fondent. Mais les orcs avançaient avec joie, leurs cris de guerre ne s'élevant pas dans la rage, mais dans l'exaltation. Ce n'était pas une attaque. Il s'agit d'un culte. Chaque orc qui mourait semblait alimenter les autres. Chaque explosion était un hymne à Gork et Mork. Leurs machines de guerre avançaient, monstruosités de dents de fer et de pistons hurlants. Des gargouilles de la taille d'une cathédrale hurlaient en marchant, martelant la terre de souvenirs. Pourtant, la ligne a tenu. À peine. Les gardes ont jeté l'ancre derrière des habitations effondrées, se sont retranchés dans des places détruites par les obus, ont transformé des wagons de chemin de fer en bunkers. Ils se sont battus par équipe, en fonction de leur survie. Il n'y avait pas de rotation. Il n'y avait que la reddition ou l'extermination. Ceux qui s'enfuyaient étaient accueillis par des commissaires. Ceux qui restaient devenaient des légendes. Un régiment, le 87e talon d'acier, est réduit à 50 hommes à la fin du 3e jour. Ils tenaient seuls la porte ouest de la ruche Hakon. Ils ont écrit leur nom dans la suie, au-dessus des portes anti-explosion. Lorsque les renforts arrivèrent, les noms n'étaient plus que cendres, mais la porte tenait toujours. Au-dessus de tout cela, Yarick se déplaçait comme un revenant. Il n'était pas assis dans les bunkers de commandement. Il a parcouru les lignes, toujours en avant, toujours visible. Son œil bionique brillait dans l'obscurité comme un présage. Il ne portait pas de bannière. Il n'en avait pas besoin. Quand les orcs l'ont vu, ils ont rugi. Certains chargèrent plus fort, d'autres hésitèrent, mais tous le reconnurent, comme si le « oui » lui-même connaissait son âme. Yarick ne fait pas de discours. Ses ordres étaient précis. Son silence était plus puissant que n'importe quel cri. Les hommes qui le voyaient se battaient plus fort, non pas parce qu'ils pensaient gagner, mais parce que s'ils restaient debout, ils ne pouvaient pas tomber. Les orcs se sont adaptés comme ils l'ont toujours fait. Ils ont transformé les égouts en voies d'invasion. Ils ont jeté des warbikes du haut des toits comme des lances. Ils ont déployé des Storm Boys qui ont explosé à l'impact juste pour marquer un point. Le garde a répondu avec fureur. Les batteries d'artillerie créent des zones d'abattage mesurées en kilomètres. Les vols de Valkyrie ont jeté les flammes sur des districts entiers. Les prêtres techniciens ont activé des défenses plus anciennes que certaines étoiles. Mais chaque gain a été acheté dans le sang. Hell's Reach, l'ancienne cicatrice, est redevenue une fournaise. La ruche qui avait connu le pire de la Première Guerre voyait maintenant ses feux ravivés. Et elle est restée debout. L'air était noir de cendres, vert de sang, rouge de runes d'avertissement. Mais les murs n'ont pas encore été brisés. Ghazghkull n'avait pas encore posé le pied sur le sol, mais son ombre l'avait déjà fait. Yarick se tenait à un poste de communication, tandis que les rapports fusaient de toutes parts. Il a fermé le vox. Il laissa le bruit s'éteindre. Il regarda les toits, où la fumée dansait avec la lumière brisée.
et il a murmuré un mot. « Commencez ». Le monde avait commencé à se fissurer, mais pas lui. Dans les tranchées où les murs tremblent sous l'impact constant, où la cendre tombe plus lourdement que la neige, et où les cris se confondent avec l'électricité statique, il se déplace, lentement, délibérément, comme un poids qui ne cède pas. Les soldats s'arrêtaient sur son passage, non pas pour le saluer, mais parce que l'air qui l'entourait exigeait l'immobilité. Sebastian Jarich n'avait pas besoin de cérémonie. Il était la cérémonie. Le fer dans la chair. La mémoire rendue manifeste. Il n'est pas arrivé en fanfare. Il était simplement là. Une forme dans la fumée. Une silhouette éclairée par le feu. Entre les tirs de barrage, une histoire se forme déjà à voix basse. Jarich a traversé à pied un no man's land criblé de frappes orbitales pour atteindre un poste de commandement avancé défaillant. Il en était ressorti intact, le manteau écorché par les éclats d'obus mais le regard inébranlable. Personne ne pouvait le confirmer, personne n'avait vu le chemin complet, mais le poste de commandement est resté debout. L'histoire est donc restée. La vérité est plus simple. Jarich savait que la visibilité était synonyme de puissance, que dans une guerre comme celle-ci, gonflée de feu et de dents, il ne suffisait pas de tuer des orques. Il fallait rappeler à ses soldats qu'ils comptaient, que leurs lignes n'étaient pas simplement des zones tampons pour la retraite, mais la limite où l'impérium tenait bon. Sa présence a permis de faire plus que de l'artillerie. Des régiments au bord de l'effondrement se sont retrouvés debout après son passage. Un mur en ruine s'est soudain trouvé à nouveau habité. Des voix qui s'étaient tues scandaient à présent un credo. Ce n'est pas par espoir, mais parce qu'il y croyait et que cette croyance remplissait l'air comme de l'ozone. Sa voix n'était pas poétique, elle ne s'élevait pas, mais elle tranchait le rugissement de la guerre comme une lame, nette et froide. Dans un secteur de la ruche, la 121e infanterie Pardic avait perdu les 2/3 de ses effectifs. La chaîne de commandement s'était rompue, les canaux Vox étaient brouillés par le feedback orkish. Ils n'avaient plus de nourriture, plus de munitions. Ils étaient encerclés. Jarich est arrivé avec 6 assistants et un seul Vox-Link. Il les a laissés sans renfort. Commande unique. Il leur a rappelé la signification de leur serment. Ce que les habitants d'Armageddon risquaient s'ils tombaient. Il a récité les noms de ceux qui étaient tombés, non pas pour les affliger, mais pour les alimenter. Il n'a pas crié. Il s'est contenté de rester debout, balayant le périmètre du regard, comme s'il défiait les orques d'essayer. Ils l'ont fait. Les Pardics ont tenu la ligne une semaine de plus, jusqu'à ce que le soutien mécanisé fasse une percée. Leur secteur a survécu, et les orques commencèrent à parler du fantôme borgne qui ne pouvait pas mourir. Elle s'étendait maintenant. Même parmi les peaux vertes, des histoires circulaient sur un homme dont la volonté ne pouvait être brisée. Ils l'appelaient par des noms mi-moqueurs, mi-effrayants, da Crumb Krieg, da One-Eye Git. Ils commencèrent à s'apercevoir de son arrivée. Des groupes de guerriers entiers modifièrent leur schéma d'attaque. Ils ne reculèrent pas. Les orques ne reculaient jamais. Mais ils se sont souvenus. Jarich avait depuis longtemps dépassé le stade du commandement. Il dirigeait la stratégie, certes, mais sa plus grande arme était sa présence. Dans les moments où les ruches tremblaient, où les grandes portes du manufactorum menaçaient de se déformer sous les engins de siège orques, il apparaissait. Parfois à pied, parfois au sommet d'un Lemon Ross enveloppé de poussière, toujours marqué par son œil bionique d'un rouge éclatant, plus un mythe qu'une machine. Il y a eu un récit, à moitié caché dans un vox-log officieux,
de Yarrick marchant à travers un barrage pour récupérer un garde blessé coincé sous des débris. Il n'a rien dit. Il a soulevé la dalle lui-même. Il a ramené l'homme. Puis il s'est retourné et a marché à nouveau vers la brèche. Certains ont dit que cela ne pouvait pas être réel, qu'il s'agissait d'un conte, forgé pour empêcher les esprits de se briser. Mais cela n'a pas d'importance, parce que c'était assez vrai. Les orques continuaient de marteler les ruches. Leur force était implacable. Chaque jour était un siège, chaque nuit un massacre. Mais maintenant, à côté des cris de douleur et des appels au renfort, il y avait des murmures. « Yarrick est proche. Attendez, il va venir. » Et parfois, il l'a fait. Ce n'était pas toujours suffisant. Des hommes sont encore morts, des ruches tombaient encore. Mais au milieu du pire, quand le monde semblait prêt à basculer dans la ruine, l'image du commissaire d'acier demeurait, marchant dans la ruine, insensible au feu, inébranlable dans le désespoir. Il n'était pas immortel, mais il était inévitable. Et même Ghazghkull, loin au-dessus dans ses vaisseaux gargantuesques, entendit le nom et rit, non pas de mépris, mais de quelque chose qui se rapprochait de la reconnaissance. Le jeu a repris. Les deux fantômes d'Armageddon se rapprochaient. La tempête a choisi Hell's Reach. De toutes les ruches qui jalonnaient les terres équatoriales d'Armageddon, c'est Hell's Reach qui attira la fureur en premier. Peut-être les orques se souvenaient-ils de l'odeur de ces murs lors de la Première Guerre. Peut-être ont-ils senti quelque chose de défiant enfoui dans ces eaux. Ou peut-être n'était-ce rien d'autre qu'un élan aussi aléatoire et inévitable qu'une étoile filante. Mais lorsque la marée verte arriva, elle se dirigea vers Hell's Reach sans hésitation, et la ville répondit non pas par la fierté, mais par l'acier. Les premières vagues arrivent en hurlant, leurs véhicules crachant de la fumée noire et des rires en quantité égale. Les motos de guerre s'élancèrent contre les champs de mines avec une joie suicidaire. Des marcheurs gargantuesques se dirigeaient vers les murs extérieurs, leurs coques bourdonnant d'une puissance folle, leurs artilleurs beuglant dans les trois dialectes de la brutalité. Les orques ne se battaient pas comme des soldats. Ils se battaient comme un festival de dents et de fer. À l'intérieur de la ruche, les défenseurs surveillaient l'approche depuis des flèches couvertes de poussière. Les spécialistes du ciblage ont marqué des douzaines de signatures entrantes. Ils ont arrêté de compter lorsque les chiffres ont cessé d'avoir de l'importance. Ils avaient creusé des tranchées, placé des barricades, enterré des charges, mais rien de tout cela ne semblait suffisant. Parce que ce n'était pas le cas. L'artillerie ouvrit le feu avant même que le premier orc ne touche le sol. Les projectiles illuminaient le ciel, martelant les premiers rangs, déchirant le métal et la chair entraînés de fusion sur le terrain vague. Mais la horde s'en réjouit. Les orques chargèrent avec joie, leurs machines hurlant comme des loups ayant senti l'odeur du sang. C'est ainsi que le siège a commencé. Les districts extérieurs sont tombés en quelques heures, non pas parce que les défenseurs étaient faibles, mais parce que les orques ne s'arrêtaient pas. Des barrages qui auraient brisé n'importe quelle ligne humaine ne les ont fait reculer que de quelques mètres, et ils sont toujours revenus. Les convois de Truk traversaient les Ab-blocs avec un abandon joyeux. Les Dakajets bourdonnaient au-dessus de leurs têtes, tirant comme s'il s'agissait d'un art. Les PDF se sont battus avec un désespoir sinistre. Ils s'étaient entraînés pour cela, ils avaient étudié la guerre précédente comme des écritures. Mais s'entraîner n'est pas la même chose que se noyer. L'inondation était vivante. Il apprenait, il riait, il s'amusait. Et les défenseurs ont enduré, pas pour la victoire. Ce mot a été abandonné depuis longtemps.
Ils se sont battus pour le temps, pour l'heure suivante, pour un jour de plus. Hell's Reach, plus que toute autre ruche, savait ce que signifiait brûler et rester debout. Dans la cathédrale de l'empereur ascendant, les prêtres entourent les portes de chêne et refusent d'évacuer. Ils ont diffusé des prières sur tous les canaux, non pas pour apaiser, mais pour enflammer. « Vous n'êtes pas seuls », ont-ils crié. « Vous n'êtes pas oubliés. Même si le toit s'est effondré et que des pieds verts ont piétiné le marbre sacré, le signal ne s'est pas éteint. Dans le Manufactorum Sud, les ingénieurs ont soudé leurs propres armes à partir d'outils miniers cassés, transformant des foreuses à plasma en tourelles de fortune. Ils ont scellé les portes inférieures, versé du prométhium en fusion dans les cages d'ascenseurs et se sont battus étage par étage, tandis que les orques se frayaient un chemin vers le haut. Yarrick est arrivé le deuxième jour. Il n'a pas pris le commandement. Le commandement était déjà dissous. Il n'a pas reconstruit la chaîne d'autorité. Il a simplement marché jusqu'à la ligne de front, les bottes crissant dans les obus usés et les éclats de béton armé, et a dit aux soldats de tenir bon. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vu se tenir sur le parapet est, la cape déchirée, la lumière des pétroliers en feu scintillant sur l'acier de son œil bionique. Ils l'ont vu lever son pistolet à verrou et tirer sur la horde, non pas comme un geste, mais comme une promesse. Le commissaire était là. Hell's Reach n'était pas encore tombé. Pour chaque brèche, une contre-offensive s'élevait. Pour chaque effondrement, un autre mur était trouvé. La ville devint un labyrinthe de sang et de défis. Les rues sont rebaptisées à chaque bataille. Ce qui était autrefois l'avenue D est devenu la dernière piste. Une ancienne gare de banlieue est devenue la Porte-Neuf, où une seule équipe de bolteurs lourds a tenu pendant 36 heures sans relâche. Les orques s'en donnaient à cœur joie. Plus la résistance était forte, plus ils rugissaient. Le nom de Ghazghkull commençait à résonner dans leurs cris de guerre, plus fort maintenant, plus proche. Le prophète arrive, mais Hell's Reach ne s'est pas brisé. Il a saigné, il a brûlé, mais il ne s'est pas brisé. Chaque heure gagnée par les défenseurs permettait de lancer une nouvelle navette d'évacuation, de construire une nouvelle barricade, de reprendre son souffle. Et au cœur de la ville, là où la fumée noire dansait avec les flammes vertes, Yarrick se déplaçait entre les mourants et les damnés, non pas avec pitié, mais avec détermination. Les orques s'enfoncent plus profondément, mais les défenseurs ne cèdent pas. Pas pour survivre, mais c'est important. Alors que la troisième nuit tombait et que les ruines de la ruche brillaient de la lumière de la ruine, le ciel grondait, non pas de la météo, mais de la guerre. La bataille pour Hell's Reach ne fait que commencer. Il n'est pas arrivé comme un conquérant, mais comme une tempête faite chair. Le prophète de la Wa-Agéar, Ghazghkull Mag Uruk Traka, est descendu sur les champs d'Armageddon, le tonnerre dans le pas et la prophétie dans la gorge. L'air se plia autour de lui. Les machines s'immobilisèrent. Les canaux Vox s'éteignirent. Même les orques s'arrêtèrent lorsque ses bottes touchèrent le sol. Puis ils hurlèrent, un cœur de fer et d'os, enthousiasmés par l'arrivée de leur guerrier créé par Dieu. Il était immense, plus grand que la plupart des marcheurs, plus large que les chars d'assaut. Son armure n'était pas fabriquée, elle était forgée par la dévotion. Des glyphes dorés brillaient de 1000 feux sur ses poldrons. Sa mâchoire, revêtue d'acier riveté, bougeait non pas avec rage, mais avec intention. Il ne rugit pas. Il parla,
et les War se plièrent pour obéir. Des lignes de front autour de commandement, son nom était présent dans tous les canaux. Les relais de l'Astra Militarum crépitaient de chants orcs interceptés, de fréquences inondées de répétitions. Traka, Gazgkul, prophète, prophète, prophète. Mais ce qui hante l'Imperium, ce n'est pas seulement sa taille, c'était son esprit. Les peaux vertes avaient toujours été une force du chaos, brutale, sans direction dans leur joie du conflit. Mais pas maintenant. Gazgkul ne se contentait pas de lancer ses troupes contre les murs. Il encerclait les quartiers, coupait les communications, échelonnait les attaques avec un timing étonnant. Lorsque la garde se préparait à un assaut frontal, il frappait par en dessous. Lorsque l'artillerie se repositionnait, il déplaçait ses gargants hors de portée et attendait, tel un prédateur observant sa proie respirer. Yarrick connaissait les signes. Ils n'étaient pas seulement confrontés à un seigneur de guerre orc, ils font face à un commandant. Les vestiges de Hive Stygia ont donné lieu à la première image confirmée. La caméra de vol d'une tour Hab en ruine, à moitié fondue, a filmé Gazgkul traversant les flammes et les rues brisées. Il n'a pas brandi sa lame sauvagement. Il a pointé du doigt. Et la guerre a suivi. Yarrick a regardé les images granuleuses en silence. Il reconnut la posture. La façon dont Gazgkul se déplaçait, non pas par instinct, mais de façon délibérée. Chaque mouvement était calculé, chaque acte théâtral mais stratégique. Ce n'était pas un berserker. C'était un visionnaire. Il éteignit le flux sans un mot et fixa la carte qui clignotait devant lui. Le schéma se dessinait. Des dizaines de frappes apparemment aléatoires à travers les ruches, mais chacune d'entre elles avait coupé un lien. Réseaux électriques, réseaux Vox, nœuds de purification de l'eau. Il ne visait pas les soldats. Il s'agissait de systèmes de ciblage. Gazgkul n'essayait pas de tuer les défenseurs. Pas encore. Il essayait de défaire la ville. Depuis son bastion de commandement, Yarrick a donné de nouveaux ordres. Pas des coups d'éclat, pas des offensives à grande échelle, des repositionnements subtils, des cellules d'alimentation déplacées, des amplificateurs Vox réinstallés dans des endroits étranges. Il jouait déjà aux échecs, contre un monstre qui ne devrait pas être capable de tels jeux, parce qu'il avait déjà vu cela auparavant. Au Golgotha, à la ruche d'Hadès, dans les moments où la mort avait failli l'emporter, dans le regard brûlant de la créature qui aurait dû l'achever, mais qui avait choisi de ne pas le faire. Ce n'était pas de la pitié, c'était une prophétie. Yarrick le sentait à nouveau, ce même fil qui les reliait à travers l'espace et les ruines. Un défi qui n'a pas encore trouvé de réponse. Une guerre inscrite dans le destin, gravée plus profondément que l'histoire. Et Gazgkul l'a prouvé dans chacun de ses actes. Les orcs se sont mis à agir de manière coordonnée et non dans le chaos. Des bandes entières agissaient comme des unités, s'adaptant avec une rapidité sauvage. De nouvelles technologies firent leur apparition, d'impossibles bricolages de l'ingénierie Xenos qui aurait dû exploser à l'usage, mais qui, au lieu de cela, pliaient les armures impériales avec une efficacité redoutable. Une nouvelle génération d'armes pour les peaux vertes a vu le jour. Des béliers chargés au choc, des mégalobas qui lançaient des bombes vivantes, des bêtes à pieds gargantuesques qui portaient des pelotons entiers sous des coques hérissées de pointes. Et pire encore, des rapports faisant état de psychers parmi la horde, pas des garçons bizarres au hasard,
mais des psychers canalisés, concentrés, leur folie guidée par quelque chose de plus. Le wow évoluait, et Yarick craignait la suite. Pas pour lui-même. Il a déjà accepté sa place dans la longue nuit, mais pour le monde, pour Armageddon, déjà marqué une fois, maintenant rouvert. Il en craignait le coup. Au 8e jour du siège, Yarick ordonna une frappe orbitale non autorisée sur un avant-poste présumé de Ghazghkull dans les terres de cendres. Le bombardement dura 47 secondes. La poussière mit des heures à retomber. Et quand ce fut le cas, il n'y avait plus rien, sauf un seul glyphe, peint dans le sang, image grossière d'une casquette de commissaire, d'un seul œil. Il n'a rien senti en la regardant, juste une confirmation. Le prophète de l'Awag n'était pas venu pour conquérir. Il était venu pour lui. Et Yarick, au cœur d'acier et usé par le combat, murmura une seule malédiction au vent. Il réfléchit encore. Dans le cœur industriel d'Armageddon, où la terre bouillonne d'un labeur incessant et où les forges bourdonnent d'anciennes liturgies, la guerre prend une autre tournure. Ce n'était pas le claquement des fusils à laser, ni le cri des lames de Sea Orcish. C'était la cadence lente et tonitruante des Titans qui marchaient, chaque pas étant une sentence de mort, chaque mouvement un hymne de fureur. La Legio Metallica s'était réveillée. Ils arrivèrent en silence, enveloppés d'une brume de chaleur et d'encens dévotionnel. Silhouettes imposantes de chrome et d'adamantium, carapaces ornées de serments à demi oubliés, armes plus anciennes que les murs de la ruche qu'ils défendaient. Seigneurs de guerre, Reaver, chiens de guerre, tous portent des noms chuchotés avec révérence. Imperius Vult, marteau de Saint-Arton, absolvé, des machines de guerre, mais plus que des machines. Elles étaient la mémoire en mouvement, des cathédrales de feu. Les orques n'ont pas battu en retraite, ils ont applaudi. Pour eux, c'était la musique du paradis. Les Titans n'étaient pas des dieux à craindre, mais des trophées à chasser. Leurs propres engins de guerre relevaient le défi avec une joie hurlante. Des gargantes surgirent de la fumée, monstruosités rivetées, assemblées par la logique folle des mechboys, alimentées par la croyance et la violence pure. Leurs bannières étaient des dents. Leurs prières étaient des missiles. Le champ de bataille entre les forges de Tempestor et de Harkon est devenu un champ de bataille non pas pour les hommes, mais pour les géants. Depuis l'orbite, on aurait dit que des plaques tectoniques s'entrechoquaient. De grands bras d'acier se frayant un chemin à travers les rangs de laves. Des lances à plasma, creusant des failles dans les fondations du monde. Chaque explosion traversait non seulement les armures, mais aussi le temps, oblitérant les monuments, effaçant les histoires gravées dans l'espace. Des quartiers entiers disparaissaient en quelques instants, engloutis par le contre-coup des machines divines. Yarick l'a regardé se dérouler depuis le bastion de commandement situé au sommet du Magna Rail Hub. Son pari est lancé. Lorsque les orques sont déferlés sur les forges, le haut commandement a appelé au repli. « Laissons-les prendre », disait-il. Le coût est trop élevé. Mais Yarick n'a rien dit. Il avait simplement redirigé les Titans. Il connaissait le risque. Les manufactures d'en bas étaient plus que de simples chaînes de production. Ils étaient sacrés, stratégiques, irremplaçables. S'ils tombaient, la colonne vertébrale de la guerre se briserait. Il a tout mis en jeu. Et la ligne a tenu, pour l'instant. Mais le prix a augmenté. L'air lui-même ondulait sous l'effet de la décharge des boucliers antivides.
Les canons soniques réduisirent des ruches entières en poussière. Des gargantes orques, trop grandes pour être logiques, ont écrasé des colonnes de chars sous des pieds de la taille d'un immeuble. Un titan, Fury of Dawn, a été déchiré en deux par un essaim de Kilakans et traîné au sol par des foules scandant des slogans. Il a explosé avant que son réacteur ne puisse être percé, l'explosion illuminant le ciel comme si l'aube était revenue. Yarrick ne bronche pas. Ses ordres sont rares et tranchants. Redirection, réacheminer, appâter, brûler. Il ne cherchait pas à gagner la bataille dans l'instant. Il cherchait à acheter le bon moment. Celui où les orques s'étendraient trop, s'exposeraient, perdraient le rythme. Et puis, le contre-coup. Le titan Saint Tarsus' Grief, longtemps enterré dans la prière et jamais réveillé depuis la Première Guerre, a émergé des profondeurs des forges du monde. Le cœur de son réacteur avait failli tomber en panne. Son princeps était presque fou. Mais il marchait. Et les orques le virent s'élever avec joie, un nouvel ennemi pour leur fin sans fin. Les deux forces titanesques se sont rencontrées dans le bassin situé sous la jonction ferroviaire de Deimos. L'impact a fait trembler toutes les ruches à des kilomètres à la ronde. Personne ne se souvient qui a tiré le premier, parce que tout a brûlé. Le ciel de la forge devint noir de fumée, le vent disparut, remplacé par des vagues de pression et un tonnerre révérencieux. Les orques criaient victoire, même s'ils mouraient par centaines. Ils s'en moquaient. C'était le but. Se battre, brûler, se souvenir dans la ruine. Les défenseurs ont saigné tout autant. Des gardes ont été écrasés par les débris de l'effondrement d'un seul titan. Des régiments entiers ont été réduits à un brouillard rouge dans le sillage de l'effondrement de bobines de plasma. Des prêtres techniciens pleuraient la fonte de cogitateurs sacrés, mais ils n'ont pas battu en retraite, parce que Yarrick n'avait pas donné l'ordre. Finalement, le terrain a été retenu, pas gagné. Mais il a été maintenu, et dans cet espace, dans ce souffle entre deux assauts, Yarrick traversa les vestiges de la plaque de forge et regarda vers l'horizon. Il pouvait encore entendre les appels des gargantes. Ghazghkull ne s'était pas encore montré dans le feu, mais son écho était présent dans chaque pas des machines vertes. Les orques n'étaient pas venus uniquement pour conquérir. Ils étaient venus pour relever le défi, et Armageddon avait répondu par le feu. Dans tout siège, il arrive un moment où la frontière entre la survie et le sacrifice s'estompe. Pour Armageddon, ce moment est arrivé sous un ciel assombri, lorsque la dernière artère de ravitaillement s'est brisée comme un os sous la pression. Les convois cessèrent, les tunnels se sont tus, les forges, qui rugissaient autrefois, ont vacillé et se sont éteintes. Ce ne sont pas les orques qui ont drainé les forces vives de la cité, mais la fatalité. Et pourtant, ils ont tenu bon. Jusqu'à ce que Yarrick en donne l'ordre. Il ne s'agit pas d'une retraite en désespoir de cause, mais d'une retraite voulue. Il n'y avait pas de trompette, pas de sirène, juste une brève transmission prononcée à travers le sable et les flammes. Tirez vers l'est, quittez la carcasse, effondrez les secteurs derrière vous. Et les défenseurs ont obéi, non pas avec soulagement, mais avec les mâchoires serrées et les yeux creux. Ils reculent, non pas dans la panique, mais comme une marée qui se retire au clair de lune. Les tranchées, autrefois occupées par des pelotons entiers, sont réduites à des murmures de mouvement. Les pièges sont armés de mains sacrées. Les répétiteurs de voix furent laissés à l'écho des faux ordres. La ville elle-même devint un appât, et les orques sont mordus à pleines dents.
Ils se sont engouffrés dans le vide, un déluge de griffes et de roues. Les motos de guerre dérapaient dans les ruelles où se tenaient autrefois les embuscades. Les Death Dreads piétinaient les terres sacrées, leurs scies tournaient, leurs pilotes hurlaient de joie. Même les plus grosses bêtes, les Squigoths, vêtus de plaques de récupération, s'engouffrèrent dans les brèches, croyant que la victoire était à portée de main. Mais dans la guerre de Yariq, rien n'a jamais été donné gratuitement. Alors que les peaux vertes déferlaient sur les avenues brûlées de Forge Hakon, un tremblement se produisit sous leurs pieds, non pas à cause des Titans, non pas à cause des tirs de canon, mais à cause des fondations mêmes de la ville. Puis, en un instant, le sol s'ouvrit. Depuis des recoins cachés sous les manufactures extérieures, des charges démonstratives placées quelques jours plus tôt s'enflammèrent avec une précision que seul le commissaire aurait osé autoriser. Des secteurs entiers se replièrent vers l'intérieur dans un rugissement de pierres et d'éclats d'obus. Les orques hurlaient, non pas de douleur, mais de plaisir, car ils étaient consumés par leur propre impatience. Les ponts se sont effondrés. Les murs s'effondrèrent, non pas vers l'arrière, mais vers l'intérieur, scellant les voies à l'envers. Les orques se sont retrouvés canalisés non pas vers le triomphe, mais vers des pièges, 3 fois plus profonds que les nids d'autogones et les tirs de produits chimiques. La garde impériale, repliée au-delà des derniers points de contrôle, n'applaudit pas. Ils ont attendu. Lorsque les orques les atteignirent, déjà battus et aveuglés par la retraite, les défenseurs frappèrent sans éclat. Pas de charges audacieuses, pas de déclarations, juste une méthode, juste du feu, comme une horloge forgée par la guerre. Au centre de tout cela, tenant lui-même la ligne de commande, Yariq se tenait sur ce que l'on appelait le dernier pont, un vieux viaduc de rails magiques réaffecté à la défense. Les orques déferlaient sur lui par vagues. À chaque fois, il tenait bon. Il n'a pas fait de grandes proclamations, il a simplement pointé du doigt. Et la mort a répondu. Le pont est devenu une légende avant même la fin de la bataille. Les chars abattus sont devenus des abris. Les trains de marchandises abandonnés sont transformés en bunkers. Des bombes à fusion scellèrent les flancs. À un moment donné, une foule d'orques a ouvert une brèche dans la ligne ouest, grimpant sur les ruines à l'aide de fusées rudimentaires. Yariq les a affrontés avec son pistolet à verrou, son bras gauche en a cisaillé un dans les airs avec le poids de sa haine. Les gardes n'ont pas vu d'hommes. Ils ont vu la résolution se concrétiser. Les orques, qui ne se découragent jamais, redoublent d'ardeur. Mais ils n'ont jamais compris le schéma. Ils ne voyaient pas le piège. Les forces de Ghazghkull, d'une précision peu commune auparavant, agissaient maintenant avec une hâte folle. C'était comme si leur prophète exigeait de la vitesse. Et Yariq a utilisé cette vitesse pour les défaire. Au cours de la 5e nuit, la horde qui se trouvait sur le pont s'était amincie. Les corps gisent en tas sous les panneaux brûlés par les obus. Le pont tenait encore debout, mais à peine. Les renforts étaient arrivés du bastion sud. Le piège s'est refermé. La feinte a réussi. Mais Yariq est resté. Alors que les autres se retiraient, il se tenait au sommet de la plateforme brûlée, sa cape déchirée, son armure fissurée. Non pas parce qu'il le devait, mais parce que le pont ne tomberait pas s'il le surveillait. Depuis les collines, loin derrière le front principal, les lentilles orques enregistrent la scène. Un homme seul, inébranlable face à la tempête. Et quelque part dans le ventre d'un gargan qui ne s'était pas encore révélé, Ghazghkull Traka vit l'image. Et il a ri. Parce qu'il a compris. La danse n'est pas terminée.
Ce sont les deux ombres les plus longues de l'Armageddon. L'un, vêtu de fer et d'un but, son corps sculpté par la guerre et recousu par la rage. L'autre, une bête de prophétie et d'élan, enveloppée d'acier et animée par une folie qui se fait passer pour une vision. Yarrick et Ghazghkull Names s'exprimaient aux extrémités opposées du champ de bataille, sans jamais se toucher, mais toujours en se tournant autour. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pas vraiment. Il n'y a pas eu de choc de lames et de griffes, pas de duel tonitruant au sommet d'une citadelle en flammes. Il n'y a pas eu de regards croisés à travers la fumée, ni de coups finaux criés. Et pourtant, leur guerre était plus personnelle que la plupart des conflits sanglants jamais nés. Non pas en raison de la proximité, mais de l'objectif. Ce ne sont pas des corps qui se heurtent, mais des âmes en orbite. Là où l'un bougeait, l'autre répondait. Elle n'a pas commencé par une confrontation, mais par une absence. Yarrick a mené sans le chercher. Ghazghkull a attaqué sans le cibler. Mais chaque offensive majeure semblait se rapprocher, chaque stratagème se resserrer autour de l'autre. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'en avaient pas besoin. La horde a déferlé sur la ruche Tempestora par l'ouest. Yarrick renforçait déjà les flancs est. Les gargantes de Ghazghkull ont été redirigées vers une manufacture à l'extérieur de Hakon. Yarrick avait repositionné l'artillerie quelques heures auparavant. Un modèle se dessine, silencieux, invisible, mais indubitable. Les commandants et les chefs de guerre n'en parlent qu'à voix basse. La guerre était devenue autre chose. Un concours non pas d'armée, mais de volonté. Chaque camp agit non seulement avec une stratégie, mais aussi avec l'intention de façonner le récit lui-même. Chacun savait que l'autre l'observait. Yarrick a étudié les flux de données jusqu'à ce que ses yeux se brouillent, non pas pour trouver Ghazghkull, mais pour l'anticiper. Ghazghkull, à son tour, demanda à ses bizarroïdes de construire des effigies grossières de Yarrick, non pas pour se moquer, mais pour comprendre. Il ordonna qu'un glyphe soit peint sur chaque engin de guerre, un œil, moitié métal, moitié flamme. Les orques scandaient son nom en rythme avec les hymnes de pas celui de Ghazghkull, celui de Yarrick. Parce que pour se battre plus durement, ils avaient besoin d'un ennemi digne de ce nom. Et c'est ce qu'il était devenu. Au 8e jour du siège de la ruche Sargrath, les forces orques ont entamé une manœuvre étrange. Elles se sont repliées sur des flancs exposés qu'elles avaient pratiquement sécurisés. Pas par panique, mais par invitation. Ils ont laissé un couloir dégagé, un chemin de moindre résistance. Yarrick ne l'a pas prise. Il a vu le piège et a refusé de jouer le rôle. Au lieu de cela, il a ordonné à l'artillerie d'effondrer la zone ouverte, transformant l'invitation en enfer. Les orques ont quand même chargé et sont morts en chantant. Pendant ce temps, Ghazghkull observait la scène depuis sa plateforme de commandement, l'expression indéchiffrable sous la masse de son crâne blindé. Il marmonnait quelque chose à son second, un ancien nob avec un boulon logé dans le cou. Un grognement bas, guttural. Et c'est. Il n'a jamais été question de tuer Yarrick, il s'agissait de le battre. Pour Yarrick, c'est la même chose. Il ne gaspillerait pas d'hommes pour une vendetta personnelle. Il ne chercherait pas le combat singulier. Il gagnerait la guerre, non pas en éliminant la bête, mais en la reniant. Toutes les stratégies sont devenues des jeux d'ombre. Feintes et échos. Des faux pas menant à des pièges invisibles. Des frappes fantômes contre des postes de commandement avancés.
L'un des coureurs de Yarrick a trouvé une bannière plantée dans une tranchée en ruine. Un sigle orc, mais en dessous, un crâne humain. Dans son orbite, une seule pierre précieuse rouge. Ce n'était pas une menace, un message. Je vous vois. Le crâne a été incinéré, mais le message est resté. La nuit, les gardes murmurent que Yarrick ne dort pas, qu'il marchait seul sur les remparts, scrutant les collines, qu'il n'avait pas besoin de nourriture, qu'il était devenu quelque chose d'autre, une réponse taillée dans la chair. Les orques y croyaient aussi. Un chef de guerre a refusé de s'engager entièrement dans le secteur de Yarrick, invoquant un rêve dans lequel le commissaire traversait le feu et réduisait son Gargante en cendres d'un simple regard. Il fut exécuté pour lâcheté par les orques. Ghazghkull ne dit rien, parce qu'une partie de lui comprenait. Yarrick était devenu plus qu'un homme, et lui aussi. Leurs légendes se sont tissées plus étroitement. Chaque district s'est battu dans l'ombre de leur duel tacite. Chaque soldat des deux camps savait que la véritable bataille se déroulait en silence, à travers les mouvements, à travers le temps. Même si le sang coulait, la véritable guerre était celle de la définition. De qui se souviendra-t-on? Qui clignotera le premier? Ni l'un ni l'autre. Parce qu'ils savaient tous les deux, le duel est déjà en cours. Et ce combat se déroulait dans le souffle de chaque soldat, dans le hurlement de chaque orc, dans chaque pont en feu et dans chaque voûte scellée. Ils n'avaient pas besoin de lame. Ils avaient l'un pour l'autre. Il y a des victoires qui donnent l'impression de respirer et d'autres qui donnent l'impression de se noyer plus lentement que les autres. À la fin, Hell's Reach n'était ni vivant ni mort. Elle était simplement là, une forme dans la fumée, un nom qui résonnait encore faiblement sous les décombres et le silence. Les murs avaient tenu bon, mais il n'en restait plus grand-chose. Les tours, autrefois fières, se dressaient maintenant comme des dents cassées. Les routes étaient devenues des tranchées. Le ciel n'était plus qu'une fresque de suie et de flammes. Les forges reprenaient vie dans certains coins, mais leur rythme était différent, plus prudent, plus respectueux, comme si la ville elle-même se souvenait. Les orques ont disparu. Pas tous, jamais tous. Il restait des poches, des vestiges hargneux, des paquets de sang vert laissés derrière eux pour déchirer et hurler. Mais la horde, la marée infinie et cohésive, s'était déplacée. Pas brisée, pas vaincue, juste disparue. Un matin, après une nuit d'étrange immobilité, l'avancée cessa. Les machines de guerre qui avaient autrefois hurlé à travers les plaines se tenaient désormais silencieuses, à moitié submergées dans les ruines qu'elles avaient contribué à créer. Les Fluvox ne capturaient aucun cri de ralliement. Les scanners détectaient des mouvements, mais pas de masse. Ghazghkull avait disparu. Pas tué, pas chassé par la force. Fini, pour l'instant. Son départ n'est pas annoncé par une retraite, mais par une absence. Comme s'il était simplement sorti du récit, satisfait de la forme qu'il avait sculptée. Pas de déclaration, pas de dernier baroud d'honneur. Il était arrivé comme un coup de tonnerre, et il est parti comme une énigme. Yarrick ne s'est pas réjoui. Il n'a pas autorisé le déploiement de banderoles. Pas de chants, pas de déclaration de victoire. Il a à peine parlé. Parce qu'il le savait mieux que quiconque. Hell's Reach n'a pas gagné. Il a survécu. Il était assis dans les restes d'une flèche Vox, enveloppée de gaz et de silence. Un éclat d'obus lui avait déchiré le flanc lors de la dernière poussée. Il s'était battu, bien sûr, sans jamais montrer sa blessure, sans jamais faiblir. Mais aujourd'hui, alors que le ciel est silencieux, la douleur le rattrape.
Le personnel de Medicae a demandé son évacuation. Il a refusé. Pas à cause de l'orgueil, pas à cause de l'entêtement. Parce que le pont brûlait encore dans ses rêves. Parce que l'absence de Ghazghkull n'était pas une fin, mais un souffle avant le prochain coup. Parce que partir maintenant, alors que le feu couve encore, reviendrait à abandonner la question en suspens dans les ruines. Est-ce suffisant? Il marcha à nouveau dans les rues d'Elsreach, lentement, en s'appuyant plus lourdement sur sa canne. Les civils l'observaient dans l'ombre, ne sachant s'il fallait détourner le regard ou s'agenouiller. Il n'en reconnut aucun. Son regard ne se dirigeait que vers l'avant. Passer la place en cratère où les enfants jouaient autrefois. La coquille du sanctuaire ecclésiastique, devenu bunker, a été dépassée. Passer le tas de pièces rouillées d'orques, fusionnées en une sculpture tordue par le feu thermique. Chaque pas était un souvenir. Chaque respiration, un rappel. Il ne s'arrêta qu'une seule fois, devant un mur portant un glyphe peint. Un simple, un œil, rouge, non clignotant. Pas de mots, pas de signature, juste une marque laissée derrière. Il l'a regardée longuement, puis il s'est détourné. Ailleurs, l'administratum a commencé à faire le point. Les données sont compilées, les pertes sont estimées, les rapports sont rédigés avec une froide précision. La campagne a été qualifiée de confinement stratégique, pas de victoire, pas une perte, juste une catégorie dans une guerre plus vaste. Mais dans les rangs de la garde, l'histoire est racontée différemment. Pas avec des chiffres, mais avec des noms. Des escouades qui n'ont jamais craqué. Des officiers qui ont tenu bon jusqu'au dernier round. D'un commissaire qui a regardé la prophétie en face et qui a choisi l'endurance plutôt que la gloire. Il ne prononce plus son nom comme autrefois. Maintenant, il le chuchote, comme si le fait de le dire à voix haute pouvait convoquer quelque chose d'immense et de terrible. Et dans le vide, là où la flotte de Ghazghkull avait autrefois dansé comme des braises derrière des nuages d'orage, il ne restait plus rien. Mais quelque part, loin d'Elsreach, dans un autre système déjà marqué pour la guerre, les peaux vertes peignaient de nouveaux glyphes sur leurs coques. Ils préparaient des vaisseaux qui ne voleraient jamais droit, des moteurs qui grondaient au rythme des battements de cœur. Et dans leurs chants, un nom se joignit à leurs cris de guerre. Pas à la place de celle de Ghazghkull. À côté, parce qu'une légende a besoin d'un miroir, et le prophète de la Wa'agea avait trouvé le sien, Yarrick, le fantôme d'acier. Guéri ou brisé, cela n'a plus d'importance. Il était devenu une partie de la tempête. Yarrick n'est pas resté pour la reconstruction. Il resta assez longtemps pour s'assurer que les derniers blessés étaient transportés hors des ruines d'Elsreach. Assez longtemps pour parler au maître des oubliettes dans les voûtes les plus basses, pour superviser le retour des Titans dans leur hangar à moitié enterré. Assez longtemps pour voir la dernière bannière orque être traînée dans la poussière, déchirée par des mains qui tremblaient d'épuisement plus que de triomphe. Mais il n'est pas fait pour la paix. Armageddon avait été sauvé, mais le salut était venu comme une blessure cautérisée, arrêté de saigner certes, mais noirci, brûlé, engourdi à des endroits qui ne se sentiraient plus jamais entiers. L'urticaire se réveillerait une fois de plus. Les forges reprendraient vie en gémissant. Mais les gens, ils avaient été marqués par le prophète et par celui qui l'a défié. Yarrick est parti sous un ciel gris qui n'avait pas connu la lumière du soleil depuis des semaines. Il n'y a pas eu de procession. Il ne prononça pas de dernier discours.
Son personnel le suivit sans poser de questions, son pas restant inchangé, malgré la blessure qui cicatrisait lentement sous son manteau, malgré la douleur qui vivait désormais là où l'os rencontrait l'acier. Une seule Valkyrie l'attendait sur la zone d'atterrissage, la peinture décapée par le feu, les moteurs gémissant comme des vieillards. Il monta à bord avec un simple signe de tête. La porte s'est refermée. Le son s'estompa dans le ciel. Et comme ça, il a disparu. Ce qui restait, c'était une histoire qui prenait déjà forme. Les enfants la chuchotaient comme une prière. Les gardes la transmettaient dans les rangs comme une foi de contrebande. Certains disaient qu'il n'avait jamais vraiment saigné. D'autres croyaient qu'il avait fixé Ghazghkull à travers un champ fumant et prononcé une malédiction si terrible que les orques avaient reculé de peur. Certains prétendaient même qu'il n'était pas humain du tout, mais une arme ayant la forme d'un homme, forgée dans les voûtes les plus profondes du Throne World. Rien de tout cela n'était vrai. Et ils l'étaient tous, car ce n'est pas la précision qui compte. C'était le silence. La façon dont il résonnait lorsque les gens regardaient le ciel vide et se sentaient plus en sécurité en sachant que quelqu'un comme lui s'était un jour tenu là où il se tenait maintenant. Ils n'ont pas construit de statue. Ils n'en auraient pas voulu. Mais dans les flèches brisées d'Elsreach, quelqu'un a peint une fresque. Une forme tracée au charbon de bois, une cape déchiquetée, une mâchoire de fer, un œil enflammé. Pas de nom, pas de date, juste la présence, juste l'absence. Elle a été dégradée en l'espace d'une journée, repeint la nuit. Il ne resterait jamais propre. C'était en partie le but recherché. Armageddon avait résisté. Mais alors même que de nouvelles bannières étaient accrochées autour à moitié réparées, alors même que les sermons de survie remplissaient les cathédrales renaissantes, il y avait un sentiment d'insatisfaction au bord de la célébration. La certitude que rien n'était terminé. Parce que quelque part, au fin fond du vide interstellaire, un orc a ri. Pas le ricanement de la folie, mais le râle d'un jeu qui n'est pas encore terminé. Ghazghkull n'a pas été vaincu. Il était simplement parti, comme un souffle retenu, attendant le bon moment pour se libérer. Des rapports filtraient déjà, faisant état d'une activité orque accrue le long des marches extérieures, de navires portant des glyphes nouvellement peints en rouge. Le Waagear du prophète n'était pas mort. Il s'en est souvenu. En son cœur, un nom était gravé comme une rune taillée à la lame. Yarrick. Ghazghkull parlait souvent de lui, parfois avec fureur, parfois en riant, parfois avec quelque chose de plus étrange. De la révérence peut-être. Dans le dialecte brisé des orques, ce nom était devenu quelque chose de sacré. Pas un ennemi, une nécessité. Car qu'était la prophétie sans un mur contre lequel se briser? Qu'est-ce que la guerre sans le fantôme qui la hante? Avec le temps, leurs chemins se croiseront à nouveau. C'était inévitable. Tous deux le savaient. Mais pour l'instant, le champ est vide. Il ne restait que des cendres là où leurs ombres étaient passées. Et dans ce silence, Armageddon commença à oublier. Non pas le coup, jamais cela, mais la forme de la guerre, l'acuité de la peur, l'écho d'un homme au regard d'acier qui est resté immobile alors que le monde se brisait autour de lui. Il n'est plus là. Mais il a laissé derrière lui quelque chose de plus grand que lui. Un mythe avec un cœur qui bat. Un avertissement peint au feu. Un fantôme. Les années passèrent, mais Armageddon ne guérit jamais vraiment. Il a enduré, oui. Il a reconstruit ses murs,
rallumer ses fourneaux, réentraîner ses soldats. Les ruches ont repoussé comme un tissu cicatriciel, dense et résistant. Mais sous la surface, la mémoire s'envenime, attendant dans les fissures de la pierre et de l'os. Elle vivait dans les rêves de ceux qui s'étaient battus et dans le silence de ceux qui n'étaient pas revenus. Le monde s'est dit qu'il avait survécu. Mais la survie n'est pas synonyme de sécurité. Au début, ce n'était qu'une rumeur. Des interceptions vox de systèmes lointains, des ombres en forme de croissant dérivant au-delà de la limite de la portée de l'augure, des navires marchands perdus sans appel de détresse, des planètes s'éteignant comme des bougies éteintes, des mondes insignifiants, oubliés par la plupart, mais reliés par des routes commerciales au cœur du segmentum solar. Les échos sont revenus avant le son. Et puis, les lunes sont arrivées, vertes et grotesques, mi-machines, mi-planètes. Ils ont dérivé dans l'espace réel comme s'ils étaient nés d'un cauchemar, accompagnés de flottes fabriquées à partir de métal, de ferraille et de croyances brutes. Ils n'ont pas annoncé leur venue, ils l'ont rayonnée. À travers chaque canal, une impulsion de glyphes grossiers. Un mot, intraduisible et indéniable. Wag. Le ciel d'Armageddon était immobile et rouge le jour où le premier augure l'a confirmé. Les orques sont de retour, et pas seulement dans les warbands ou les raids. Il s'agissait de quelque chose d'autre, une force de gravité, un empire développé non pas par la politique, mais par l'instinct, une faim qui s'était enroulée dans l'obscurité et qui se réveillait à nouveau. La vieille peur s'est vite réveillée. Ceux qui se souviennent de la Seconde Guerre vont plus vite que le protocole ne le permet. Les vétérans envoient leur équipement de DCA avant que les avis de réaffectation ne leur parviennent. Les civils ont fait leur bagage sans instruction. Même les prêtres techniciens, si peu sensibles à la panique, ont resanctifié des machines de guerre qui n'avaient pas bougé depuis une décennie. Parce qu'ils savaient, Ghazghkull n'était pas une blessure, il était un rythme, et ce rythme était revenu. Dans le vide, les lunes vertes commencèrent à se multiplier. Certaines étaient des vaisseaux de la taille d'une ville. D'autres étaient des astéroïdes armés à l'effigie des divinités orques, des dieux de la guerre, du feu et de l'appétit. Les communications orques étaient erratiques mais implacables, une tempête de parasites et de rires hurlants. Aucune stratégie n'émergeait, aucune cible n'a été déclarée. Mais chaque vecteur pointait vers un endroit. Armageddon. Encore une fois. Et encore. Comme si le monde était le cœur d'une question qu'il ne cessait de se poser. L'Inquisition a parlé de prophétie. D'étranges fluctuations de distorsion faisant écho aux signatures énergétiques originales de Ouija. Certains affirmaient que Ghazghkull était mort. D'autres insistaient sur le fait qu'il était devenu quelque chose de plus qu'un orc, un vaisseau, une voix, un dieu, ni par sa structure, ni par son nom, mais par sa fonction. Un dieu vert. Et il rentrait à la maison. Les régiments revinrent d'abord, revêtus d'acier et à moitié entraînés, provenant de mondes qui n'avaient jamais vu de Xénos. Puis vinrent les vétérans. Puis les Titans. Des équipes longtemps dispersées furent rappelées. Les serments se sont ravivés. Dans les sous-sols de la forge Hakon, des machines plus anciennes que la Première Guerre furent sorties de leurs cryptes ébénies une fois de plus. Par-dessus tout, le message est passé comme un souffle dans les rangs. Il arrive. Personne n'a dit qui. Ils n'ont pas eu à le faire.
Les fantômes de la Seconde Guerre marchent dans les rues, pas dans la forme, mais dans la façon dont les gens se déplaçaient, dont ils restaient debout trop longtemps, dont ils parlaient un peu plus doucement, même quand personne n'écoutait. Quelque chose d'ancien s'est réveillé en eux. Pas la mémoire, la reconnaissance. Parce qu'ils avaient déjà vu cela auparavant. Et ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. À Hell's Reach, les cloches de la cathédrale ont sonné avant l'alerte officielle. Aucun commandement ne l'a lancé. Aucune main n'a tiré les cordes. Et pourtant, le son s'élevait à travers les tours brisées, familier, sonore, régulier. Un son d'avertissement, un son de bienvenue. Personne ne savait qui avait commencé. Mais tout le monde l'a entendu. De l'autre côté des étoiles, dans une forteresse orque construite à partir d'épaves et de prophéties, une ombre s'est déplacée, massive, mécanique, vivement affamée. Et le rire se répandit dans le vide, capté par aucun vox, traduit par aucun lexique. Juste un sentiment. Reconnaissance. Le jeu ne s'est jamais terminé. Et le prochain mouvement était déjà en cours. Le WAG n'a pas annoncé son renouvellement. Il jaillit de l'obscurité entre les étoiles comme une marée longtemps tenue en échec, la pression augmentant jusqu'à ce que la coque se fissure. Système par système, secteur par secteur, le feu vert s'épanouit dans le vide. Une rupture de l'ordre, du silence, de la distance. Les agrimondes devinrent des champs de bataille. Les colonies minières s'effondrèrent sans aucun signal. Les bastions navals furent réduits à l'état d'épaves à la dérive, peintes de glyphes qu'aucun érudit impérial n'osait interpréter. Elle s'est répandue sans carte ni modèle, mais avec une direction indubitable. Vers l'Armageddon. Vers lui. De l'autre côté de la galaxie, là où l'acier rencontre la cicatrice, un vieil homme se réveille. Yarrick n'a pas reçu d'appel. Il n'a pas attendu les ordres, les rapports ou les autorisations. Il a ressenti le changement comme un murmure dans sa moelle, une pression derrière son œil synthétique, un souffle pris dans les poumons d'un monde qu'il a failli mourir pour sauver. Il ne s'est pas levé du repos. Il s'est levé à partir de l'immobilité. Il avait attendu. Son personnel a protesté, bien sûr. Il était trop vieux, trop usé. Les ogmes commençaient à faiblir à des endroits invisibles. Mais il les fit taire d'un regard, de ceux qui rendent les médailles froides et les cœurs immobiles. Son serment n'avait pas expiré. Sa guerre n'était pas terminée. L'ombre de Gazgekul s'étendait à nouveau, et Yarrick le savait. Cela a toujours été lui. Aucune preuve n'est requise, aucune confirmation astropathique. Juste cette vieille certitude, gravée profondément par le feu et forgée encore et encore dans la cendre. Le prophète était revenu, et la flamme pâle suivra. Il traversa les couloirs du cuirassé indomitable Resolve sans faste. Quelques jeunes officiers saluèrent avant de réaliser qui il était. D'autres se sont complètement figés. Depuis des années, des rumeurs persistaient sur sa mort. D'autres prétendaient qu'il était monté sur terre. Et pourtant, il était là, vêtu de gris charbon, son œil bionique froid comme le givre, la fameuse griffe à son côté fredonnant faiblement, comme si elle se souvenait. Il n'a pas prononcé de discours, juste des coordonnées. Armageddon, encore une fois. Et bien que certains membres du commandement aient remis en question la décision, aucun n'a vraiment résisté. Car lorsqu'un fantôme demande à passer, même les amiraux font de la place. Le vaisseau passe en distorsion. Et Yarrick se tenait à sa proue, immobile, sans sourciller, tandis que les étoiles s'étiraient en ligne et disparaissaient.
Il n'a pas eu besoin de se préparer. La flamme ne s'est jamais éteinte. Pendant ce temps, la horde orque traversait les étoiles comme une bête déchaînée. Elle ne s'est pas arrêtée pour se consolider. Elle n'a pas attendu d'être défiée. Elle a balayé les défenses d'une douzaine de mondes comme des vagues dans une forêt de roseaux, ne laissant que le hurlement des moteurs et l'écho des tambours faits d'acier et d'os. Leur prophète a grandi. Les rapports, fragmentés et frénétiques, parlent d'une figure encore plus grande maintenant, couverte d'une armure si dense qu'elle déformait la gravité autour d'elle. Une voix qui ébranlait les canaux vox, qui transformait les wagas en un rythme parfait. Ce n'était plus un simple chef de guerre, une force, et derrière lui, les orques ne chantaient plus seulement pour le combat. Ils ont chanté pour lui, parce qu'il était devenu plus que Ghazghkull. Il était devenu incontournable. Mais Yarrick aussi. Leur chemin, tracé par la guerre, s'incurvent à nouveau vers l'intérieur, destinés à se rencontrer non pas par dessein, mais par la loi du mythe. Car les légendes ne s'oublient pas. Elles s'éloignent pour se rapprocher en spirale, encore et encore, jusqu'à ce que les étoiles elles-mêmes se lassent de les observer. Le War a atteint le bord du segmentum solar, et la détermination indomptable brûlait vers Armageddon comme une lame qui se souvient de son fourreau. Dans l'obscurité entre les systèmes, Yarrick se tenait seul dans sa chambre. Les lumières s'éteignaient autour de lui. Ses yeux balayaient les flux de données dont il n'avait pas besoin. Les cartes changeaient, les alertes s'intensifiaient, mais son regard restait fixe. Il n'attendait pas de nouvelles. Il écoutait l'écho, pour le rire. Il a fini par arriver. À travers le long silence du vide, faible, brutal, joyeux. Et cela ne m'étonne pas. Yarrick ferme son œil. Pas par peur, Mais en reconnaissance. le prophète et la flamme pâle. Une fois de plus, Armageddon ne tremble plus. Il s'en souvient. Et il s'est préparé. Bien avant que les lunes vertes ne reviennent, avant que le balayage des augures ne confirme la houle des signaux orques, avant que le Wa-Ajik ne soit à nouveau gravé dans les échos astropathiques, Armageddon avait déjà commencé sa veille. Le monde était une cicatrice, et les cicatrices s'apprennent. Sa surface avait changé, mais pas avec le temps, avec l'intention. La ruche d'Elsreach, autrefois effondrée et griffée jusqu'à l'os, avait été ramenée à la vie. Non pas reconstruite à l'image des gloires passées, mais reforgée, ses flèches plus courtes, ses murs plus épais. Une ville qui n'était plus fière, mais préparée. Et elle n'était pas seule. Les autres ruches suivirent le mouvement. Les fondations de cendres furent recouvertes de béton armé. Les barricades ont été doublées. Les manufactures ont été restructurées pour passer rapidement de la production à la guerre. Armageddon est devenu une lame enveloppée de suie. De l'autre côté de l'équateur de la planète, des lignes de forteresses s'étiraient comme du fer cousu sur des terres désolées. On les appelait les côtes noires, en raison des ossements de titans enfouis sous elles. Les pylônes des boucliers du vide bourdonnaient jour et nuit, projetant de faibles halos sur les plaines. Les emplacements des canons, souvent sans personnel, suivaient le ciel en boucle automatique. Ils ne surveillaient pas l'arrivée des orques. En attendant de savoir quand, la garde impériale est revenue en nombre inégalé depuis la Seconde Guerre mondiale. Des régiments fraîchement arrivés de Mordian et de Krieg s'étaient mis en position à côté des garnisons locales. Les vétérans de la Légion d'Acier, grisonnants et silencieux, se tenaient à la périphérie des camps,
les visages à moitié obscurcis par de vieilles peurs et de vieilles taches. Au-dessus d'eux, des Space Marines de plusieurs chapitres arrivaient en force et de façon échelonnée. Templiers noirs, salamandres, seigneurs de la tempête, tous convergeant vers un seul endroit, pas par hasard, par avertissement. Ils avaient lu les panneaux. La cicatrice s'ouvrait à nouveau. Pourtant, les structures de commandement évoluent par calcul et non par panique. De nouveaux commandants occupent désormais les rangs. Des noms moins connus, mais pas moins féroces. Le général Kourov, la chanoinesse Viridiane, Magos Kael Rex. Il parlait d'un ton sec et exécutait les ordres avec précision. Non pas qu'ils aient sous-estimé la menace, mais parce qu'ils savaient exactement ce qui les attendait. Et derrière eux, derrière les rangs, les codes et les stratégies, ce sont les gens eux-mêmes qui s'agitent. Les civils n'ont pas fui, pas cette fois. Ils se sont fortifiés. Ils ont transformé les ab-blocs en bunkers. Des tranchées ont été creusées autour des écoles. Les stations Vox ne diffusaient rien d'autre que des exercices d'urgence et des prières agrémentées d'hymnes à la fusillade. Le Mechanicus a construit des cryptages de données plus profonds qu'auparavant. L'Ecclésiarchie a rebaptisé chaque Aquila ayant survécu aux 2 premières guerres, non pas pour la foi, mais pour la mémoire. Armageddon se souvient de ce qu'il a affronté. Et cette fois, il a mordu à son tour. Mais les orques ne sont pas venus prudemment. Ils n'ont pas testé les défenses, ni sondé les faiblesses. Ils sont tombés comme des météores, brûlant vert et rouge dans l'atmosphère. Leurs vaisseaux n'étaient pas conçus pour la précision. Ils étaient conçus pour s'écraser, pour exploser à l'atterrissage, pour ouvrir la guerre par un impact. Et c'est ce qu'ils ont fait. Des lunes d'assaut entières se brisèrent contre les ruches du nord, se fragmentant en tempêtes de feu qui ébranlèrent l'écorce terrestre. Les atterrisseurs orques, qui ressemblaient davantage à des blocs urbains avec des dents, se jetèrent sur les côtes noires, dévorant les réseaux de tranchées avant que les premières alarmes ne résonnent. Certains bastions tinrent bon, d'autres furent engloutis. Et derrière eux, il est arrivé. Gazgekul Mag Uruk Thraka, le prophète de la Waag. Il ne s'est pas faufilé sur la planète. Il est descendu, sur une plateforme de guerre de la taille d'un manufactorum, brûlant de sigles psioniques grossiers et recouverte de trophées provenant de 20 mondes. Elle s'est posée dans le bassin sud des terres de cendres, et tous les lecteurs sismiques de la planète ont enregistré la secousse. Il en sortit seul, dominant ses troupes, sa présence suffisant à calmer les rires des orques. Il n'a pas parlé. Il pointe du doigt l'horizon, vers Hell's Reach, et ils ont suivi. Les fortifications commencent à trembler, pas en cas d'échec. En préparation. Ils avaient attendu des années pour cela. Les boucliers du vide résistèrent aux premières frappes. Les lignes de canon ne pliaient pas, même si leurs tranchées avant disparaissaient dans des tempêtes de plasma. Les basiliques ont rugi. Les manticores hurlèrent. Les Thunderhawks plongèrent et se faufilèrent entre les barrages anti-aériens, lançant des escouades d'Astartes directement sur les points de passage des orques. Les Titans se réveillèrent une fois de plus, leurs esprits machines criant le souvenir d'anciennes gloires, d'anciennes blessures. La guerre ne renaît pas. Il avait continué. Il n'y a pas eu de moment de choc, pas de seconde d'incrédulité. Seulement l'écho des bottes sur la cendre, le craquement des os sous les pas, le murmure des ordres prononcés entre les dents. Armageddon le connaissait maintenant, et Gazgul s'en moque. Il a rugi son arrivée non pas avec des mots, mais avec de la destruction.
La ruche Tempestora disparut sous un nuage de poussière de 10 kilomètres de large. Une colonne entière de chars Lehman Ross fut envahie par des stompas faits de morceaux de cathédrales soudés. Les orques escaladaient leurs murs en riant, n'attendant même pas la fin de la bataille pour déclarer leur victoire. Mais cette fois, le monde ne s'est pas brisé. Il a absorbé, ajusté, repositionné. Et quelque part derrière les lignes, dans le scintillement des écrans de commandement et des vieilles cartes tachées de sang, Yarrick se préparait à agir. Ne pas diriger, pour terminer. La ligne de la ciguë n'était pas une forteresse. C'était une cicatrice qui refusait de guérir. Une ligne de crête faite de pierres cratérisées et de grilles de défense tordues, marquant la dernière véritable barrière avant les ruches du continent central. Autrefois, c'était une terre agricole. Aujourd'hui, c'est de la cendre, parsemée de tranchées, de casemates et de silhouettes calcinées à l'emplacement d'anciennes tours de guet. Les orques sont arrivés par vagues. Pas désorganisés, pas sans cervelle. Coordonnés. Ils frappaient selon des schémas. D'abord avec des foules de boys grossiers et hurlants pour attirer les tirs, puis avec des chars qui faisaient trembler la terre, suivis par des engins de guerre si massifs qu'ils fissuraient la crête à chaque pas. Derrière eux, au loin, se profilaient des bannières barbouillées de sang et d'huile de moteur, portant des glyphes déchiquetés en forme d'yeux, de crâne et de crocs. Le Wagi a appris. Ce n'était pas un essaim vert sans cervelle. Il était devenu plus vif, plus cruel. Il s'adaptait en temps réel, intégrant les tactiques ennemies dans son chaos. Des positions d'artillerie qui avaient tenu pendant des heures étaient soudain flanquées de tunneliers orques, incroyablement rudimentaires, mais rapides. Les relais de commandement avancés se retrouvaient bloqués par des vagues d'interférences soniques, soufflées par d'énormes tours de klaxons, traînées à travers les plaines par des bêtes faites de métal et de muscles. Même le ciel trahit les défenseurs. Des nuages d'orage se formèrent à une vitesse anormale, tourbillonnant d'éclairs verts qui dansaient le long des couches extérieures des boucliers de vide. Quelque chose d'ancien s'agitait dans l'air, quelque chose qui observait. Et pourtant, sur les premières lignes de la Hemlock Line, une seule figure se déplace comme un point de gravité fixe. Elle ne se contente pas de diriger, elle mène. Yarrick. Sa présence n'était pas un symbole, c'était une arme. Il se tenait au sommet de la chenillette de commandement abîmée qui rampait juste derrière les lignes de feu, exposé au vent, son œil bionique scrutant les zones d'abattage à travers la fumée et les ruines. Il se déplaçait avec une détermination délibérée, donnant des ordres en rafale, ajustant les déploiements par secondes et par mètres, toujours juste avant la catastrophe. Les gardes ne le saluent plus. Ils l'ont suivi. À travers le brouillard chimique, les tranchées remplies de boue et d'ose, les portes défoncées et les champs où le sol siffle sous l'effet des tirs d'acide, Yarrick avance. À un moment donné, l'équipage d'un basilisque a refusé d'abandonner sa position alors même que le flanc s'effondrait. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, ils ont simplement répondu « Il se tenait là, alors nous l'avons fait ». Il ne crie plus. Il n'en a plus besoin. La ligne de la Sigue trembla sous le poids du troisième assaut. Les orques se déversaient depuis le plateau oriental, menés par une créature 2 fois plus haute qu'un cuirassé, dont les bras avaient été fusionnés avec une foreuse et un lance-roquette, et dont la bouche était béante de défenses en fer. Elle rugissait à travers le Vox Garbled, brutal, mais d'une certaine manière stratégique. Il a donné des ordres, il a calculé, il a écouté.
Lorsque Yarrick redirigea les réserves vers la tranchée nord, les orques reculèrent, juste assez. Lorsque de nouvelles unités de chimères ont tenté de contourner la crête, elles ont été accueillies par des esquifs aériens bricolés à partir de valkyries détruites. Les orques réagissaient, changeaient, planifiaient. Ghazghkull leur avait enseigné cela d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être l'ont-ils toujours su. Mais Yarrick n'a pas bougé d'un iota. Sa voix à travers les canaux Vox restait claire, coupée, précise. Lorsque les obus se sont répandus sur le flanc du 2e bataillon, il est apparu quelques heures plus tard, à bord d'un transport tout-terrain, directement dans la zone de l'explosion. Ses griffes brillent sous la lumière de l'enfer des bombardements de midi. Ses yeux balayaient le champ de bataille comme une matrice de ciblage forgée par le chagrin. Il n'a dit qu'une chose, « Avance ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Au 6e jour, la ligne de la Ciguë était plus grave qu'une garnison. Mais elle tenait bon. Chaque gain orc était payé par le feu et la fureur. Chaque brèche était scellée par des corps. Pas de sacrifice. Stratégie. Yarrick se plia, s'ajusta, se repositionna encore et encore, traitant le terrain comme une chose qui respire, recousant et cautérisant pendant le siège. Mais même lui commençait à s'en apercevoir. Le WAG évoluait. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des tactiques. L'apprendre. De plus en plus, les commandants orcs criaient son nom. Certains portaient des effigies en forme de griffes, grossièrement forgées et luisant des cellules d'énergie pillées. Les chefs de guerre imitaient sa posture. L'un d'eux peignit même la moitié de son visage en argent. C'était de la moquerie. Mais c'était aussi du respect. La frontière entre l'ennemi et l'écho s'estompe. Yarrick a compris le coup. Chaque victoire rendait Ghazghkull plus fort. Chaque défi alimente le mythe dont le prophète a besoin. Il n'en démord pas pour autant. Parce qu'il savait que les légendes ne naissent pas dans la gloire. Ils sont taillés dans la résistance. La ligne de la Ciguë ne tombera pas tant qu'il respire encore. Au-dessus d'Armageddon, les étoiles ont disparu. Pas en un instant, mais progressivement, comme des torches qui s'éteignent l'une après l'autre dans une vaste chambre haletante. Cela a commencé par des scintillements, des bruits statiques de piquets orbitaux, des relevés auspex qui n'indiquaient rien là où les balises devraient brûler. Puis, le silence. Un silence si profond qu'il en devenait criant. L'un après l'autre, les vaisseaux de patrouille se sont éteints, les journaux de transmission s'arrêtant au milieu d'une phrase. Puis, vint l'ombre, une présence au-dessus de l'atmosphère si immense qu'elle faisait plier la lumière des étoiles et la logique. La flotte orque est revenue. Mais il ne s'agissait pas d'une flotte au sens classique du terme. C'était une manifestation de la folie, une marée de fer et de fureur composée d'un millier de mondes conquis. Des hulks fusionnés à des fragments de lune. Des astéroïdes creusés et propulsés par des moteurs à distorsion enchaînée. Des vaisseaux de guerre recouverts d'une armure fabriquée à partir des cadavres de vaisseaux plus petits, hérissés de canons qui hurlaient en tirant. Ce n'était pas élégant. Il n'avait pas besoin de l'être. C'était de la masse pure. L'intention pure et simple. Le Mechanicus d'Armageddon l'avait prévenu, à sa manière discrète. Ils avaient vu les signes dans les résidus de pointe de données de l'effondrement de systèmes lointains. Ils avaient lu le bourdonnement du vide et l'avaient senti se déplacer. Et ils avaient renforcé le réseau de boucliers du vide avec des prières et de l'acier. Chaque pylône a été calibré pour dévier l'impact. Chaque nœud a été testé contre les niveaux d'énergie théorique de Wergy. Mais même les fidèles de l'Omnicia n'ont pas pu l'expliquer.
Parce que les orques ne venaient pas se battre pour l'espace. Ils allaient tomber. Les boucliers antivides tinrent bon au début. Ils se sont enflammés sous l'effet de la pression, faisant scintiller des lignes lumineuses sur la peau de l'atmosphère. Les observateurs au sol ont vu le ciel danser dans des couleurs artificielles, comme des éclairs piégés dans de l'huile. Puis les débris commencèrent à apparaître. Les vaisseaux orques, dépourvus de commandes directionnelles, ont été précipités dans la descente. Pas par défaillance, c'était voulu. Ils ne visaient pas la supériorité orbitale. Leur but était de briser le ciel. Le premier d'entre eux est arrivé à basse altitude, brillant de la chaleur de la rentrée dans l'atmosphère. Les canons de défense orbitale réagirent rapidement, perçant des trous dans le champ de débris. Plusieurs vaisseaux ont explosé en plein vol, se transformant en gerbes de feu et de fer tordu. Mais même morts, ils ont accompli leur tâche. Les fragments déchiraient le treillis du bouclier, comme des aiguilles le feraient d'un tissu. La grille d'alimentation a vacillé, s'est embrasée et s'est brisée. Le ciel est devenu noir. Ce qui suivit ne fut pas une pluie de météorites, mais un bombardement d'épaves. Des débris d'atterrisseurs orques, des carcasses spatiales, et même des stations abandonnées qu'ils avaient capturées au cours de leur longue marche. Ils s'écrasaient sur la surface avec une force cataclysmique. Chaque impact effaçait des kilomètres. Les villes déjà évacuées disparaissent en quelques secondes. Les tempêtes de cendres qui suivirent étouffèrent l'horizon, effaçant tout sauf le tonnerre des titans qui tombaient et des orques qui s'élevaient. Il ne s'agissait pas d'une invasion. C'était un rituel, un sacrifice des étoiles aux dieux de la guerre que les orques portaient dans leur cœur. Sous ce ciel brûlant, les défenseurs d'Armageddon se préparent à l'anéantissement. Chaque bastion et forteresse activa ses derniers protocoles. Les Templiers noirs lancèrent leurs nacelles dans les flammes, descendant avec fureur dans les zones d'impact pour creuser des têtes de pont dans la marée verte. Les seigneurs de l'orage abandonnèrent la défense des ruches pour renforcer le peu qu'il restait des bastions orbitaux. Les salamandres tirèrent les survivants des décombres des avant-postes et les ramenèrent pour les armer à nouveau. La guerre qui a commencé dans le vide s'est répandue dans les fissures du monde. Et pourtant, la planète a résisté. Même en ruine, Armageddon s'est battu. Les Voxnet restaient actifs dans de nombreux secteurs. Les commandes d'artillerie ont changé leur objectif, non pas avec panique, mais avec précision. Les cryptages de données du Mechanicus détournaient les canaux de commandement, faisant passer des lignes secondaires par des satellites redondants qui clignotaient en orbite, à peine fonctionnels, mais suffisants. Yarrick savait que ce moment viendrait. Du haut des tours de la ruche Volcanus, il avait assisté à la lente éclipse de l'espace, sans broncher, alors que la première vague illuminait l'horizon. Les feux se reflétaient dans son œil augmétique, mais n'atteignaient pas ses pensées. Il n'était plus surpris depuis longtemps. Il avait appris depuis longtemps que Ghazghkull ne se battait pas pour gagner. Il se battait pour revenir. Des rumeurs ont circulé, même parmi les cadres supérieurs, selon lesquels Yarrick avait prévu cela, qu'il avait lu les signes non pas dans les données ou les rêves, mais dans le poids, l'attraction de l'inévitabilité, épaisse comme le sang dans l'air. Il n'a pas fait les 100 pas, il n'a pas été bref. Il allait de l'avant, vers le feu, vers l'épicentre de chaque nouveau front, chevauchant un bastion de commandement qui se déplaçait comme une forteresse errante, hérissée d'armes anciennes et d'une foi nouvelle. Il ne s'est pas contenté de répondre à l'assaut des orques. Il cherchait quelque chose,
attiré vers l'avant comme sous l'effet de la gravité. Parce que quelque part dans cette tempête, Ghazghkull s'est déplacé lui aussi. Il n'était plus à la tête d'un seul groupe de guerre, ni même d'une région de la Horde. Il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Sa voix résonnait dans toutes les tribus orques par le biais de glyphes vox grossiers et de chants psioniques. Il n'avait pas besoin de donner des ordres. Il l'entendait, et quand il l'entendait, il suivait. Dans les champs de Sigé en ruine, on avait vu son glyphe peint dans le feu sur les coques des navires tombés au combat, brûlés dans la pierre par des pyromanciens orques qui ricanaient avec révérence. Son nom, déformé par les gorges vertes, sonnait désormais comme une convocation, et il pointait toujours dans une direction. Vers Yarrick, la guerre se rapproche, pas vers la victoire, pas vers la paix, mais vers la fermeture. Deux forces en orbite l'une autour de l'autre, creusant des spirales dans la chair d'une planète déjà meurtrie. Le prophète et la flamme, chacun s'élevant plus haut, se rapprochaient de plus en plus à chaque coup de feu et à chaque bruit de moteur. Personne ne pouvait dire exactement où se trouvait Ghazghkull. Et pourtant, Yarrick savait. Il pouvait en sentir le rythme, le timing, la pause avant le prochain coup de marteau, les intervalles entre chaque feinte. Il se déplaçait en fonction non pas des cartes de l'ennemi, mais de son intuition. Son instinct avait depuis longtemps fusionné avec le pouls de cette guerre. Chaque décision qu'il prenait, chaque contre-attaque qu'il lançait, était un message envoyé en retour. « Je suis ici. Venez me trouver. » Le vide pleure toujours des flammes. Les landers tombaient encore comme des os brûlants. Mais le champ de bataille n'est plus aussi vaste. Il se rétrécit. La focalisation. Comme une pointe de lance lancée à travers le mythe et la mémoire vers une collision finale. Ce n'est pas le hasard qui les a réunis. Armageddon avait été brisé de 1000 façons. Son ciel s'embrasait, sa croûte tremblait sous l'action des machines de guerre. Des plaines de cendres aux étendues criblées de tranchées du bief de la Sigue, les armées s'entrechoquaient comme des plaques tectoniques. Et dans l'ombre de tant de ruines, deux chemins convergèrent. Yarrick la sentit avant de le voir. Le champ de bataille se rétrécit, non pas en taille, mais en signification. Chaque ordre qu'il donnait n'était plus seulement une réponse à la marée orque, c'était un message. Chaque feinte, chaque réorientation de ses forces était un pas sur un chemin invisible gravé dans le mythe. Et les orques, bien que rudimentaires dans leur méthode, répondaient en nature. Ils s'adaptaient, convergeaient, manœuvraient sans carte. Ils savaient. Il était temps. Ghazghkull n'est pas arrivé à la tête d'une armée, mais en son centre. Non pas comme un général, mais comme une tempête. Sa présence a traversé les canaux Vox et les cartes sismiques comme un coup de tonnerre. Là où il marchait, les autres orques ralentissaient, non par respect, mais par anticipation, parce qu'ils avaient déjà vu cela une fois. Et ils le reverraient. L'endroit était indigne d'une légende. Une manufacture en ruine près de la limite des terres de cendres, à moitié ensevelie sous les débris, ses flèches brisées comme des os cassés. Pourtant, malgré toute sa désolation, il semblait destiné. La terre elle-même semblait se pencher vers l'intérieur, s'inclinant devant la rencontre. Yarrick descendit de sa chenille de commandement sans cérémonie. Sa cape était déchirée. Son œil clignotait. La griffe de puissance sifflait doucement à ses côtés. Chaque pas qu'il faisait peser le poids des années sur la pierre fissurée sous lui. Il ne fit pas de pause. Il ne parlait pas. De l'autre côté de la place brisée,
Ghazghkull attendait. Il se tenait comme un monolithe, plus grand que la mémoire, revêtu d'une armure suffisamment épaisse pour résister aux coups de lance orbitale. Sa mâchoire était une plaque de fer. Ses yeux brûlaient de l'éclat vert d'un dieu à moitié né. Autour de lui, les ruines semblaient plus petites, plus calmes. Ils ne se sont pas bousculés. Ils s'approchent comme attirés par la gravité. Pas de salut, aucune déclaration. La guerre a assez parlé pour eux deux. Le premier coup vint de Yarrick, une fente basse et brutale, la griffe de puissance hurlant lorsqu'elle rencontra la vambasse blindée de Ghazghkull. Des étincelles explosèrent en embrasant la poussière. Ghazghkull répliqua par un revers qui brisa un pilier de soutien derrière la tête de Yarrick. Le commissaire esquiva, tournoyant pour planter une lame dans le flanc de l'orque, mais le monstre se retourna, l'attrapant d'un coup d'épaule qui le projeta dans une tour de serviteurs effondrée. Il s'est tout de même levé, armure bosselée, souffle rauque, poignée inébranlable. Ils se sont rencontrés à nouveau. La bataille n'était pas gracieuse, elle était ancienne. Chaque coup pouvait faire tomber des murs. Chaque impact fendait la pierre. Ils se sont battus avec tout le poids de leur légende derrière eux. Pas seulement la force, mais aussi le sens. Car pour tous les soldats qui les observaient de loin, pour tous les orques qui hurlaient au loin, ce duel n'était pas un combat. Il s'agit d'une confirmation. Les deux chiffres sont réels. Ce mythe est entré dans le feu et s'est tenu debout. Ghazghkull rugit. Le son se répercuta sur le champ de bataille, dispersant des volées d'oiseaux charognards à des kilomètres à la ronde. Il abattit son poing griffu, que Yarrick esquiva de quelques centimètres, profitant de l'ouverture pour enfoncer sa griffe dans le plastron de l'orque. Il y eut une étincelle, un trou, mais pas de brèche. Ghazghkull rit, même si le sang coule, et saisit le torse de Yarrick à deux mains, le soulevant vers le ciel avant de le projeter comme une icône brisée dans la terre déchiquetée. Mais Yarrick est retombé sur ses pieds. À peine. Il toussa une fois, le sang tachant ses dents, et avança à nouveau. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de peur, seulement le rythme de l'inévitable. Comme deux planètes prises dans la gravité de l'autre, leurs orbites s'étaient rétrécies jusqu'à cette convergence singulière. Ils s'étaient battus pendant des décennies sans se rencontrer. Ils s'étaient chassés l'un l'autre à travers les étoiles sans s'embrasser. Et maintenant qu'ils se tenaient face à face, plus rien d'autre ne comptait. Ils ont encore frappé. Et encore. Et encore. La pierre est tombée. L'acier s'est plié. Le feu jaillit. Le sol sous eux se fendit et brûla, comme si la planète elle-même ne pouvait supporter le poids de leur collision. Pas de stratégie, pas d'astuce, juste de la fureur et de la volonté qui s'entrechoquent comme des échos titanesques de tout ce qui s'est passé auparavant. Puis il s'est arrêté. Aucun des deux n'a pu porter le coup fatal. L'armure de Ghazghkull fumait, bosselée, marquée par des dizaines de coups quasi mortels. Le corps de Yarrick tremblait à présent, maintenu par la foi, les machines et quelque chose de plus ancien, un noyau de refus ininterrompu. Ils se tenaient debout, l'un face à l'autre, sans être épuisés. Mais dans la compréhension, cela ne devait pas s'arrêter là. Ce n'était pas la finale, c'était la suite. La bête fixa la lame fixa la bête. Et sans un mot, ils se sont séparés. Pas avec la reddition. Pas avec la retraite. Mais avec des promesses. Ailleurs, la guerre se poursuit. Les canons grondent, les bannières tombent,
Les villes meurent et renaissent sous les décombres. Mais au cœur du chaos, quelque chose a changé. Deux mythes se sont touchés. Ni l'un ni l'autre ne s'est brisé.